International Relations Institute of Cameroon for the presentation of the work of Professor Koura Félicité Owona-Fege, Border Dispute Contribution of the Decision of the International Court of Justice to the Execution of its Decisions. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée, constituée d'un parterre de personnalités heuristiques, politiques et diplomatiques, aussi divers que variés, pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour sur la mythique colline du savoir de Ouli, qui, comme vous le savez, abrite l'Institut des relations internationales du Cameroun. À l'occasion de la cérémonie de présentation de l'ouvrage du professeur Koura Félicité Owona-Fege, ouvrage intitulé Le différend frontalier Cameroun-Nigeria, apport de la décision de la Cour internationale de justice à l'exécution de ces décisions, préfacé par M. le professeur émérite Alain Pelé et édité chez Lama. À l'entame de mon propos, qu'il me soit permis, dans cet temple du savoir et de la diplomatie, qu'est l'amphithéâtre 250 de Lille, de féliciter solennellement son Excellence Monsieur le Président de la République, Paul Biya, chef de l'État, qui a conduit avec dextérité et doigté le processus ayant abouti à la victoire territoriale et géostratégique du Cameroun, relativement à la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi. Victoire issue du brillant règlement juridico-diplomatique de ce différend, avec son homologue de l'époque, son Excellence Olusegun Obasanjo, alors président de la République fédérale du Nigeria. L'Institut des relations internationales du Cameroun, qui vous accueille ce jour, est un établissement d'enseignement supérieur rattaché à l'Université de Yaoundé 2. En effet, la multiplicité des formations ici offertes porte essentiellement sur le développement des aptitudes professionnelles dans divers domaines scientifiques pour les administrations publiques et privées, en priorité sur le plan international. C'est sans fausse modestie le haut lieu des différents savoirs diplomatiques et des métiers de l'international. Mesdames et messieurs, la présente cérémonie est sans doute la manifestation de la reconnaissance par l'auteur de la légitimité de l'IRI comme haut lieu des savoirs diplomatiques juridiquement consacrés sur les plans national et international. Elle donne l'occasion de revivre par les lettres un fait historique de la diplomatie camerounaise, le règlement pacifique du différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria, dont la portée a suscité un intérêt scientifique en raison de son apport dans la théorie de l'exécution des actes juridictionnels en droit international. L'auteur nous révèle en substance que face à la problématique du suivi de l'exécution de l'arrêt rendu, il a fallu une négociation provoquée pour renforcer l'effectivité de la décision de la Cour internationale de justice sur le différend frontalier Cameroun-Nigeria. Alors, je voudrais magnifier l'auteur parce que Madame la professeure Owona-Fege, une enseignante dynamique, je la revois il y a quelques années encore, lorsque je l'accueillais, pour ainsi dire, étudiante, doctorante, travaillant à ce qui allait devenir sa thèse qui elle-même servira de base à l'ouvrage qui nous est aujourd'hui présenté. Quand je vois ce chemin parcouru, je lui dis, voilà, professeur, félicitations, chapeau, vous n'avez pas perdu du temps. Pendant ce temps, vous êtes devenu juriste
multidimensionnelle et c'est quelque chose de très important pour notre département. Vous savez, votre doctorat, voilà. Vous êtes avocate, consultante, experte internationale, dont le déploiement est à l'honneur de notre département et de notre institut pour ne pas dire davantage. Le chef de département que je suis est fier de compter parmi ses enseignants, Madame la professeure Omafo. Vous êtes prolixe et tous ceux qui suivent un peu l'actualité éditoriale dans notre pays, que vous avez une plume prolixe dans divers domaines. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, nous ayons une production qui se situe dans le champ des préoccupations juridiques. Votre ouvrage a une affaire, l'affaire Cameroun-Nigeria, il était encore un peu par le docteur. Affaire gérée dans le cadre d'une institution très importante pour les internationalistes, la Cour internationale de justice, précisément. Et je dois d'ailleurs dire que depuis quelques années, vous êtes responsable de l'enseignement relatif au contentieux devant la Cour internationale de justice. Vous avez repris avec maestria de votre chef de département. L'ouvrage évoque une thématique, celle de l'exécution des décisions de la Cour internationale de justice. Nous sommes vraiment dans notre jour. Nous allons en savoir davantage tout à l'heure. Je voudrais terminer en disant qu'on n'a pas besoin de pousser Madame la professeure pour de nouvelles aventures scientifiques, parce qu'elle bouillonne le projet et ne manque pas d'énergie pour ce faire. J'invite les étudiants à être attentifs à ce qui va être dit. Et j'invite également les collègues du département à lui encourager le pas et éditorial. Monsieur le directeur de l'IRIC, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir et beaucoup d'aisance d'ailleurs que nous nous sommes fait le devoir de publier ce titre particulier sur les différents frontaliers entre le Cameroun et le Nigeria, avec un ancrage sur l'apport de la décision de la Cour internationale de justice à l'exécution des décisions. Cher professeur Omafo, vous faites une interrogation sur l'histoire des frontières en mettant en exergue le théâtre des conflits contemporains qui peuvent en découler et surtout sur la manière avec laquelle ces questions sont portées devant la Cour internationale de justice et davantage, comment est-ce que les décisions se mettent en exécution. En le faisant, vous faites taire nos préjugés sur ce conflit frontalier entre le Cameroun et le Nigeria, conflit sur lequel nous avons dit tellement de choses, davantage portées par la rumeur plutôt que par des études suivies et construites. Vous revenez par exemple sur l'accord anglo-allemand de 1913 qui a fait perdre au Cameroun un tiers de son territoire au profit du Nigeria. Nous apprendrons qu'en 1963, le Cameroun va rester en justice en demandant l'annulation du plébiscite qui aura fait perdre une partie de son territoire. Vous rappelez que la plainte n'est pas contre le Nigeria, mais contre le Royaume-Uni. Et que le 12 décembre 1963, dans un arrêt, la Cour se livre à ce qu'on peut appeler un déni de justice. Vous vous arrêtez sur la désaffection de la Cour internationale de justice par les pays africains en raison de ce déni.
De 1963 à 1994 en l'occurrence, l'État du Cameroun s'abstenait de toute initiative qui pouvait le conduire vers la Cour internationale de justice. On peut donc comprendre l'hésitation du Cameroun à entreprendre la démarche devant cette même cour pour le territoire de Bakassi occupé par le Nigeria. Chers professeurs, votre livre vient guérir nos incompréhensions sur cette question. Dans notre démarche qui vise la transformation sociale, vous nous permettez de déconstruire un bon nombre de préjugés que nous avions sur cette affaire à cause de notre ignorance des faits, à cause de notre ignorance d'une histoire qui nous est propre, mais que nous n'apprenons pas systématiquement dans nos écoles. Et bien souvent, quand c'est le cas, nous apprenons ce que les autres ont écrit sur nous. C'est pour cette raison que nous sommes tenus de vous rendre un vivant hommage. Chers invités, chers étudiants, après tout ce que nous venons d'évoquer, il n'était pas question que nous ne publions pas ce titre avec empressement. Nous avons comme charte à l'armatan les droits de l'homme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la recherche pour la transformation sociale. Dans cet élan de partage des savoirs et des contributions à l'émergence des sociétés, nous avons découvert chez notre auteur le concept de négociation provoquée, qui peut, dans un cas comme celui entre le Cameroun et le Nigeria, présider à accompagner la mise en place des décisions dans la résolution des conflits internationaux. Le professeur Jean-Claude Uchoa s'occupera, avec l'expertise qu'on lui reconnaît, de nous balader dans le texte et nous permettre de mieux nous l'approprier. Une prise de parole lors d'une dédicace comme celle-ci, c'est aussi l'occasion pour nous de promouvoir la lecture, de promouvoir l'écriture. Pour ce qui est de la lecture, nous conseillons à l'assistance, à chacun bien évidemment, de s'acheter au moins un exemplaire de l'ouvrage. On vient de nous l'annoncer, nous nous adressons aux hôtesses qui peuvent nous l'apporter. Parce que la lecture nous transforme positivement, elle change notre vision du monde, elle nous sort des préjugés et préventions, elle nous distance des langages émotifs qui quelquefois nous éloignent de la vérité que nous désirons tant. S'agissant de l'écriture, il nous convient de nous conseiller de suivre le bel exemple du professeur Koura Félicité Ouna Fegue, qui nous a fait confiance. Il y en a encore parmi nous qui soutiennent une civilisation de l'oralité. C'est une thèse que nous nous invitons chaque fois que nous prenons la parole à oublier parce que l'oralité est notre perte. Nous devons écrire notre histoire et l'écrire comme des vainqueurs et pas comme des suiveurs. En lisant l'ouvrage, nous nous rendrons par exemple compte du conflit qu'il y a eu entre le directeur de la thèse ou le préfacier de l'ouvrage sur la question de l'universalité et du particulier entre le professeur Ouna Fegue et lui. Et nous verrons qu'à la fin, il se rend bien compte que l'auteur a pris des positions argumentées qui finalement ont convaincu son directeur de thèse. Ce livre nous donne le ton, il nous décrit brillamment un processus historique qui peut servir d'exemple au monde, qui peut servir à mettre un cadre de résolution des conflits sur le continent africain. Dans tous les cas, si nous n'écrivons pas notre histoire, les autres le feront à notre place, avec le ton qu'ils auront choisi, avec les mots qu'ils auront choisis et avec l'orientation idéologique qui est la leur. Nous vous attendons à l'Harmattan avec des équipes compétentes pour accompagner vos démarches d'écriture. Il ne serait pas juste que nous terminions cette prise de parole sans rendre hommage au professeur Joseph Ouna, qui des enfants ont rendu un vibrant hommage hier. C'est l'un des auteurs comme sur un pont aux ânes dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice, il existe des affaires, voire des espèces dont on parle pendant des décennies et des décennies. L'affaire Bakassi en fait assurément partie, au même titre que les affaires du plateau continental de la mer du Nord, l'affaire du temple de Preah Vihear,
l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, l'affaire du détroit de Corfou ou l'affaire Nottebohm. Bien d'autres peuvent être cités dans cette rubrique. Plus singulièrement, l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, Cameroun contre le Nigeria, Guinée équatoriale intervenant, prosaïquement connue sous l'appellation affaire Bakassi, a fait l'objet d'une littérature riche et abondante depuis le prononcé de la décision définitive en 2002. Sur le plan judiciaire, au terme d'un procès long et éprouvant qui aura duré 8 ans, la Cour internationale de justice a rendu un verdict ayant confirmé la camerounité de la presqu'île de Bakassi. Éprouvante, cette affaire l'est également au regard de son caractère multidisciplinaire. Il y est question du droit international, du droit constitutionnel, du droit du contentieux international, dans son pendant exécution des décisions et sentences. Il y est question aussi de la prise en compte de l'histoire de notre pays, de la géographie de notre pays, de l'ethnologie et même de l'exploitation des ressources naturelles. Sa diversité épistémologique, couplée à sa longueur, explique en partie l'attrait que cette affaire a exercé et continue d'exercer encore sur la doctrine dans le domaine de la recherche en général. Et pour preuve, alors que l'on pensait l'avoir épuisé 18 ans après l'arrêt de 2002, voilà que Madame le professeur Orona Fegué, pourra féliciter, lui donne une nouvelle actualité. Paru aux éditions L'Harmattan en 2019, dans la collection Justice internationale, l'ouvrage commis par Madame Orona Fegué, pourra féliciter, compte 527 pages, réparties en 2 parties, dont la première de 225 pages porte sur la négociation provoquée en vue de l'exécution, et la seconde partie de 162 pages portant sur le renforcement de l'effectivité de la décision de justice par le recours à la négociation. Des documents rares et précieux sont versés en annexe, accessibles jusqu'ici à quelques privilégiés, ainsi que l'abondante littérature sur ou autour de l'affaire Bakassi font de ce bel ouvrage un document précieux. Il n'est pas sans intérêt de souligner que le dit ouvrage est préfacé par le professeur Alain Pellet, qui, à côté des membres du gouvernement, dont le professeur Orona ici présent, comme je disais, qui était courageant dans la représentation du Cameroun dans cette cause devant la Cour internationale de justice. Dans un style simple et agréable à lire, l'auteur fait le tour des préoccupations et problématiques que soulève l'exécution des décisions de justice au plan international et tout particulièrement celle de la Cour internationale de justice. L'intitulé de l'ouvrage fait peu de mystère sur
l'hypothèse de recherche retenue par l'auteur. En effet, Madame Ouna démontre avec méthode et pertinence que la négociation provoquée tend justement à renforcer l'efficacité de la mise en œuvre de la décision rendue par la Cour internationale de justice s'agissant de l'espèce qui a opposé le Cameroun au Nigeria voisin. En dépit de la sociologie du droit que l'auteur mobilise comme méthode et de la flexibilité démonstrative qu'elle autorise, ce sujet est complexe et glissant du fait notamment de son actualité encore prégnante, notamment en ce qui concerne l'activité de la commission mixte y afférente, qui est encore d'ailleurs à pied d'œuvre sur le terrain. En raison du caractère décentralisé du droit international, malgré leur caractère obligatoire et même exécutoire, le sort des arrêts de la Cour internationale de justice reste assujetti à la volonté des États. Ce n'est donc pas la juridicité, pour reprendre les propos de l'auteur, mais bien la volonté de l'État qui constitue l'élément le plus important en matière d'exécution des arrêts de la Cour internationale de justice. Je cite son ouvrage à la page 446. Même si le respect des décisions de la Cour constitue le principe, une minorité d'entre elles ont jusqu'ici été ignorées par leurs destinataires. Le dénouement post-judiciaire de l'affaire Bakassi offre ainsi la solution idoine à l'exécution des décisions de la Cour au travers de la négociation provoquée. Suscitée lors de la phase judiciaire par le juge international, le Cameroun et le Nigeria ont mis en place un cadre d'échange et de concertation afin de mettre en application l'arrêt de 2002. Les résultats hautement satisfaisants en termes d'efficacité de la décision auquel elle est parvenue font de la négociation provoquée, selon l'auteur, un modèle devant faire école en matière d'exécution des arrêts de la Cour. Inspiré de la démarche des deux États africains, le Cameroun et le Nigeria, la théorie de la négociation provoquée constitue, de par son efficience et son originalité selon l'auteur, la leçon de l'Afrique donnée au monde. Il importe toutefois de relativiser cette affirmation, car la théorie de la négociation provoquée, au-delà des vertus qu'on lui reconnaît, n'est pas tout à fait inédite dans la pratique judiciaire internationale. Les traits de son originalité comme technique d'exécution nouvellement isolée, à citer l'auteur, ont, semble-t-il, été quelque peu aussi, car les premiers linéaments de la négociation provoquée pourraient remonter à plus d'un siècle dans le raisonnement de la Cour internationale de justice, à travers notamment un certain nombre d'affaires, dont l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et des pays du Gex, ordonnance du 19 août 1929. Mais plus récemment, on pourrait évoquer quelques linéaments dans une affaire sur l'obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique entre la Bolivie et le Chili. En ce sens, et comme le rappelle bien l'auteur, la négociation convoquée constitue en conséquence une option à laquelle la Cour convie les États afin de trouver
une solution satisfaisante aux différends qui les opposent. La Cour l'avait déjà affirmé dans une autre espèce, affaire du projet Garcia-Corona-Gimaros en 1997. En privilégiant la stratégie judiciaire, dont la finalité est la recherche de la paix et de l'harmonie entre les parties au détriment de la fonction judiciaire limitée à la seule faculté d'être la bouche du droit, la Cour s'érige, comme l'auteur le reconnaît elle-même, en conciliateur, médiateur, pacificateur, voire animateur de la vie publique locale. Cette situation, et l'auteur fait bien de le rappeler, pourrait entamer la nature et la légitimité de la fonction judiciaire qui serait comme indexée au règlement politique des différends. À cet égard, on pourrait se demander si l'on n'est pas finalement au cœur de ce que la doctrine a à un moment donné qualifié de l'arbitralisation de la justice internationale au regard notamment de sa flexibilité. Toutefois, précise l'auteur, la fonction judiciaire de la Cour garde toute sa pertinence car elle constitue une étape préparatoire à la résolution post-judiciaire du différend. Le propos du juge Youssouf apparaît ainsi avec plus de justesse lorsqu'il affirme que, et je cite, la Cour a joué et continue de jouer un rôle important dans l'univers du règlement des différends entre États. Même quand elles n'aboutissent pas à un règlement définitif de ces différends, la procédure judiciaire permet aux parties de se rencontrer en un même lieu, de faire état de leur vue respective sur l'objet du différend, d'exposer le contexte de leurs relations contentieuses et de renouer un dialogue qui était peut-être suspendu depuis des années. De ce point de vue, les travaux de la Cour facilitent le règlement pacifique des différends au-delà de la sphère strictement juridique. Fin de citation. La sagesse de la négociation provoquée ne réside pas tout entière dans la capacité de pacification. La Cour y a également recours pour des raisons techniques. La mise en œuvre de la décision qu'elle rend commande habituellement aux États, aux différents, d'établir un cadre d'échange afin de préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de sa décision. Ainsi, et selon ses dires, il n'appartient pas à la Cour de déterminer quel sera le résultat final des négociations amenées par les parties. Ce sont les parties elles-mêmes qui doivent trouver d'un commun accord une solution qui tienne compte de leurs intérêts respectifs. Pour l'avait évoqué dans le projet Garcia-Corona-Gimaros et plus récemment dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo. L'auteur en a d'ailleurs conscience, puisqu'elle affirme non seulement que le vide laissé par la Cour est, et je cite, intentionnel, mais également qu'il sert l'exécution de la décision, car il laisse aux parties une certaine marge de manœuvre dans l'application de l'énoncé judiciaire. La méthode de la négociation provoquée, utilisée dans le cadre de l'affaire Bakassi, permet une mise en œuvre appropriée de la décision de la Cour. L'originalité et surtout l'africanité de la négociation provoquée ont été mises en perspective par l'auteur
pour justifier l'appartenance de l'affaire Bakassi au registre des grandes décisions de la Cour internationale de justice. Face au refus explicite et non équivoque de ses auteurs à la page 245 du Nigeria d'exécuter cette décision qu'il considérait d'ailleurs comme une humiliation, le Cameroun, par pragmatisme et réalisme politique, a sollicité l'entremise des Nations Unies. Ce dernier a également requis l'arbitrage de l'Allemagne, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. S'il était déjà difficile, par réalisme politique, de penser que le Nigeria se mettrait à dos, une fois encore, les Nations Unies, cette perspective était quasi impossible lorsque cette institution est appuyée dans son arbitrage par ce qu'on a appelé, à cette époque, les 4 grands. La négociation provoquée trouve donc tout son sens dans l'auteur, car elle a été initiée au forceps par le Cameroun. L'adhésion du Nigeria à cette démarche n'a donc pas été ni totalement spontanée, ni totalement forcée, sauf à considérer qu'entre l'adhésion et le refus, il existerait une zone grise, intermédiaire entre les deux. La décision de recourir à la technique de la justice négociée était en réalité spontanée côté camerounais, mais quelque peu forcée côté Nigeria. Ce dernier a dû se dédire par réalisme politique parce qu'il ne pouvait pas se mettre à dos ce que l'auteur elle-même qualifie de la communauté internationale. De ce point de vue, les exceptions préliminaires soulevées par le Nigeria à l'occasion de cette affaire en disent long. L'originalité de cette démarche en est conséquence fille de l'histoire. Cette originalité dont l'auteur fait mention, peut-être pas suffisamment, réside surtout dans la qualité des tiers ayant arbitré l'exécution de l'arrêt de la Cour. Ainsi, l'intervention du tiers institutionnel qu'est l'Organisation des Nations Unies et l'arbitrage des 4 grands ont assurément garanti avec efficacité un dénouement heureux de l'affaire Bakassi. Cette méthode peut donc, dans le contexte africain, faire tache d'huile, à condition toutefois de s'assurer de la neutralité politique des tiers sollicités. La négociation provoquée n'est donc pas une particularité véritablement africaine, comme l'évoquait déjà Alain Bellet. Elle constitue certainement, en raison de nombreux avantages qu'elle offre, voire la panacée en matière d'exécution des arrêts de la Cour internationale de justice et, partant, un mécanisme approprié et efficace de résolution des différends entre États. C'est en état de cause la conclusion à laquelle parvient l'auteur. Même si l'on peut trouver un lien étroit avec la thèse de l'auteur soutenue en 2013, il reste constant que Mme Onan-Feugueux est restée attachée et attentive aux évolutions relatives à son objet d'étude, car on y retrouve bien dans cet ouvrage des développements et des références actuelles datant d'au moins 2019. Cependant, de ce point de vue, on pourrait s'interroger sur les activités menées par la commission mixte
depuis 2013. Certains membres sont dans la salle. Simplement pour souligner qu'après 2013, justement, et jusqu'à ce jour, la Commission poursuit sur le terrain ses activités. En tout état de cause, Madame Obona Feugueux pourra féliciter, a su mettre en lumière avec intelligence et méthode les mérites d'une telle démarche et en appelle désormais à sa pleine et large diffusion. Bien plus, cet ouvrage mérite d'être acquis et consulté par tout Camerounais en ce qu'il fait le point d'une affaire qui s'inscrit désormais dans notre histoire, dans l'histoire de notre pays, de même que par tout praticien du droit, de par les perspectives nouvelles qu'elle offre. Et de ce point de vue, nous ne pouvons que féliciter l'auteur de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, monsieur le chef de département, monsieur le directeur, je voudrais vous remercier pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Monsieur le directeur de l'ERIC, mesdames, messieurs les chefs de département, mesdames, messieurs les représentants des missions diplomatiques, nous avons ici la République fédérale du Nigeria qui est représentée, nous avons le Burkina Faso, et étudiants et toutes les personnes qui sont présentes ici. Alors, je ne vais pas faire un discours, mais vous vous doutez bien que c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole à l'occasion de cette journée de présentation d'un ouvrage qui, quelque part, date déjà un peu. Surtout un vendredi soir où nous savons que nous sommes tous attirés dans nos campagnes, en général pour des funérailles. Donc, merci pour votre présence. J'essaierai, avant de vous expliquer surtout, parce que je ne vais pas revenir sur le travail qui a été fait par le professeur Tchewa et brillamment fait, j'essaierai de revenir sur mes motivations et mon histoire qui est aussi personnelle. Mais avant tout, je tiens à remercier certaines personnes. D'abord, l'État du Cameroun et la République fédérale du Nigeria, qui nous ont offert un modèle inaccoutumé de règlement des différends. On peut applaudir pour ces deux États. Ensuite, vous constaterez que j'ai 6 ouvrages, mais c'est le premier ouvrage que je dédicace à l'ERIC. C'est dire que je souhaite remercier particulièrement monsieur le directeur de l'ERIC, qui m'a donné envie d'être ici aujourd'hui. Merci à vous. Enfin, je ne peux pas oublier toutes les personnes ici présentes, mais particulièrement mes collègues. Je vois ici le professeur Bachom, qui est un ami de longue date. Et c'est un très jeune agrégé, ce qui doit vous donner aussi envie de réussir. Monsieur le recteur Mathias Owonang qui dit merci. Professeur Télé Abada, merci. Je vois mes collègues du département, Dr Fetse, Dr Melvis Ndilose. Je remercie ici Madame la conseillère régionale, Monsieur Antoine, Monsieur le colonel. Nous pouvons applaudir pour la paix. Je remercie aussi ici, vous voyez que, outre la République fédérale du Nigeria, nous avons des acteurs de premier plan dans cette histoire. Notamment, nous avons ici le général Semengue. On peut applaudir. Et enfin, je vais terminer par mon chef de département, mais vous voyez, je dis terminer, je ne finis pas. Qui, comme il vous l'a dit, il m'a accueilli ici en 2007-2008. Je faisais encore ma thèse. Et avec mes ruades, je lui disais toujours, je ne me cacherai jamais derrière les habits d'aucun empereur. Et alors, oui, tout à fait. Il m'a accompagné avec beaucoup d'amour et beaucoup de professionnalisme. Je lui dis merci. Je vais terminer par mes parents qui sont présents, qui m'ont accompagné. Et je reviendrai sur ça en fin de propos. Et enfin, mon époux, M. Charles Nanga, qui m'a beaucoup soutenu. Je ne vais donc pas revenir pour disséquer trop longuement les mystères politiques
médico-juridique de cette affaire. Je vais juste souligner 2 points, très brièvement. Sur la complexité de l'affaire, je ne vais pas m'attarder. Elle a été brillamment décrite par le professeur Chewa, qui en plus d'être un spécialiste du droit constitutionnel étranger, est un maître de droit public. Et je crois qu'il l'a souligné, il vous a dit. L'intérêt de cette affaire, dont le professeur Pellet, mon patron de thèse, co-agent dans cette affaire, était qui? C'était une affaire dans plusieurs affaires. On l'a dit lors d'une plaidoirie. Mais c'était surtout que cette affaire, finalement, est la synthèse de tout le droit international. D'abord sur des questions de compétences, qui ont souligné de nombreuses exceptions préliminaires. Et pour la première et unique fois dans l'histoire de l'organe judiciaire principal des Nations Unies, on a eu l'interprétation d'un arrêt sur les exceptions préliminaires. Cela ne s'est plus jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Donc sur les questions de compétences, sur les grands principes de droit international, notamment le principe de l'intangibilité des frontières, le principe de la responsabilité qui était due aux incidents frontaliers et qui a suscité des demandes reconventionnelles, une sorte de ping-pong entre les 2 États. Donc l'affaire est intéressante. Vous constaterez, et je crois que l'éditeur l'a dit, que le juge dans l'arrêt finalement n'a pas réglé tous les problèmes, mais il l'a fait à dessein. Parce qu'on se rend compte que finalement, la téléologie ici, c'est de montrer que la nature de la fonction judiciaire a changé. Le juge international n'était pas seulement la diction, être la bouche de la loi, dire le droit, mais le juge international, déjà en transcendant le principe latin qui dit iudes esseni denit, qui dit que le juge est dessaisi lors du prononcé de l'arrêt, dans cette affaire, il a anticipé son exécution en permettant aux parties d'aménager une exécution consensuelle. Il le fait de quelle manière? Il a évacué toutes les questions liées à la responsabilité qui auraient pu raviver l'acrimonie entre les parties. Donc voilà un arrêt qui rénove la fonction judiciaire internationale et qui le fait à la suite d'un arrêt dont on parle très peu et qui est aussi une contribution éminente du Cameroun, qui est l'arrêt du Cameroun septentrional du 12 décembre 1963 où nous avions un juge, je parle de Philémon Pep Adam. Donc, sur l'intérêt de l'arrêt, il est patent, je ne reviens pas dessus. Maintenant, il était quand même important, et c'était l'objectif de cette thèse, de démontrer que cette affaire a assuré une contribution exceptionnelle au règlement des différends en droit international. Et ça a été l'objet de maints débats avec mon patron de thèse, qui estimait qu'il n'y avait pas un particularisme africain qui justifiait une thèse. Et pendant 4 heures, quand j'ai défendu cette thèse, j'avais commencé en disant ici, je ne suis pas une petite Arienne aux yeux bleus. Je viens du Cameroun. Et je voudrais prouver que le Cameroun et le Nigeria, c'est-à-dire l'Afrique, ont changé la donne en droit international. Parce qu'ils ont montré, tout d'abord, qu'il y a un modèle désormais d'exécution des décisions de justice au prisme africain. Ils ont montré que le recours à la justice a pu susciter des techniques particulières avec un concept qu'humblement j'ai créé, qui était la négociation provoquée, qui a eu lieu avant, pendant et après l'affaire. Et enfin, cette affaire nous montre l'importance du règlement politique, mais aussi diplomatique. On se rend compte que la civilité du droit ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une volonté politique forte des États pour amener la paix sur notre continent. Donc voilà l'essentiel de cette monographie que je vous invite à visiter. Alors sur le plan personnel, je vais m'adresser aux étudiants, notamment aux étudiantes femmes, parce que c'est une cause qui est d'intérêt pour moi. Ce pavé, c'est un pavé de souffrance. J'étais mère célibataire et il n'était écrit nulle part que j'allais finir ma thèse, sollicitée comme toujours par de nombreuses occupations. Le professeur Olinga peut se souvenir m'avoir entendu quelquefois pleurer parce que je suis restée 2 ans sans directeur de thèse. Avant de tomber sur le professeur Pellet à New York en lui disant « Professeur Pellet, vous serez mon directeur de thèse ». Et il m'a dit « Je ne peux pas, je n'ai jamais enseigné quelqu'un que je ne prends pas depuis la première année ». Et je l'ai harcelé, il a accepté. Pour vous dire qu'il faut être opiniâtre, parce que le Cameroun de l'humain, c'est vous. Je veux qu'on applaudisse pour mes étudiants.
monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chevalier des Femmes Académies, a dit qu'il était très content et il a souligné la puissance heuristique du legs scientifique du professeur Oona. Il y a ici aujourd'hui une volonté, certes, de contribuer au droit, mais aussi de montrer et d'inciter tout le monde qu'il peut y avoir plusieurs formes de filiation. Nous avons ici le professeur Tchewa, le professeur Olinga. Il y a la filiation scientifique. Je crois que ça doit être inspirer nos étudiants ici. Mais il y a également la filiation atavique. Le professeur a dit hier, le maître s'en va. Le maître s'en va, mais il ouvre des portes pour nous et pour vous. Je vous remercie. Je voudrais dire que l'IRIC a été impliqué dans cette affaire. Comment? Je suis descendu ici, étant secrétaire général de la présidence, pour vérifier si la clause facultative de compétence obligatoire avait été souscrite par la République fédérale du Nigeria. C'est ici que j'ai eu la confirmation qu'Okoye Arifo, ministre des Affaires étrangères du Nigeria, avait signé cette clause et que j'ai convaincu par la suite les autorités camerounaises à signer urgemment la clause facultative de compétence obligatoire et à jouer, comme dans l'affaire du droit de passage en territoire indien entre le Portugal et l'Inde. Voilà. L'IRIC a été utile, leur bibliothèque a été utile. Merci. Je dirais toutes mes félicitations à Madame le professeur Onan Febe pour cet ouvrage en raison de son originalité et d'une conception extensive du droit international qui voit précisément à l'occasion d'une affaire comment on passe de la décision de la Cour internationale de justice à l'exécution de cette décision dans un processus qui n'inclut pas seulement le règlement juridictionnel, mais qui inclut aussi un règlement diplomatique et politique. Et je suis satisfait de cet ouvrage et je dis toutes mes félicitations, tout mon respect et toute ma fierté pour le professeur Onan Febe. Merci. Je voudrais ici prendre la parole, sachant effectivement que le droit international, nous avons quelques idées, mais pour me réjouir que le maître n'est pas parti. Parce qu'un maître ne part pas. Nous sommes mineurs, mon épouse et moi, parce que le père est encore avec nous. Nous voulons qu'il reste encore là pendant longtemps encore. Je voudrais me réjouir parce qu'en fait, ce n'est pas seulement aux femmes, c'est à tous les autres que l'apport à la science est témoigné par les ouvrages de cette facture. Mais je me réjouis aussi dans le fond de l'affaire que l'initiative d'une négociation post-décision ne pousse pas les partis à modifier le sens de la décision. J'avais discuté de cela avec le professeur Lingua pour me rassurer que l'initiative qui se met en place, c'est qu'il y a des risques et des périls. Quand vous vous engagez à négocier, c'est pour la mise en œuvre, sans vous éloigner de l'esprit, de la lettre, de la décision qui est définitive et qui ne fait pas l'objet de modifications ni de négociations. Il ne s'agit donc pas de négocier la décision, mais c'est de mieux l'exécuter pour conserver effectivement la cohésion des deux voisins qui s'aiment beaucoup. Je crois que c'est pour cela que nous aimons nos frères qui sont à côté de nous, qui sont au Nigeria et qui sont ici chez nous, puisque nous sommes là-bas. Voilà, je crois que nous sommes très heureux que ce café est passé, mais c'est la science
qui nous permet d'en parler. Nous ne comprenons pas les problèmes, hein. C'est la science qui continue en disant que Paul, au singulier, qui a dit « Et veritas libera vivos », je pense que la vérité scientifique ici est éclatante. Je voulais féliciter ma chère et tante, parce que mon frère est là, parce que c'est mon Django, de nous pousser à aller plus loin, mais de lui dire qu'on va plus loin encore, parce que tu es là et tu seras là. Félicitations, ma chère et tante. Je vous remercie. J'aimerais avoir ici la touche de l'éditeur au niveau du titre. Le différent frontalier Cameroun-Nigeria apporte la décision de la Cour internationale de justice à l'exécution de ces décisions. Donc, la question qu'on pose naturellement, c'est de savoir si c'est des décisions de la Cour ou les décisions de la décision. Donc, à ce moment, l'éditeur doit réécrire le titre. Parce que le titre qui apparaît dans la thèse ne peut pas être le même titre qui apparaît dans l'ouvrage, au risque de se tromper. Et des erreurs comme celle-là, on en trouve dans les maisons d'édition, etc. Donc, j'aimerais avoir votre touche particulière pour nous répondre là-dessus. À l'auteur, bien évidemment, le risque de se lancer dans une négociation provoquée est justement de provoquer le mécontentement de l'une des parties à la négociation, notamment le Nigeria. Parce que lorsque vous prenez, vous lisez comment négocier avec les personnes difficiles de William II, vous comprenez qu'il y a le win-win negotiation, gagnant-gagnant et gagnant-perdant. Ici, on a l'impression que le Cameroun a gagné et le Nigeria a perdu. Alors la question que j'aimerais poser au professeur expert de communautaire est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, à l'auteur, parce que vous dites c'est l'auteur plus que le professeur, et quand on écrit et qu'on s'expose à la critique extérieure, c'est qu'évidemment on a des éléments heuristiques et linguistiques pour défendre son point de vue. Donc la question est de savoir, est-ce que vous n'avez pas couru le risque, déjà parce que la décision elle est rendue seulement en 2002, et nous sommes en 2009, vous avez déjà écrit un ouvrage. Est-ce que ce ne s'est pas précipité? Et cette précipitation dans la matérialisation ou la démonstration d'une théorie que vous développez très bien au passage, ne peut-elle pas remettre en cause l'exécution d'une décision née variétour, qui n'est pas encore exécutée, puisque l'un des témoins clés de cette affaire vous dit que les commissions sont encore en train de négocier de part et d'autre. Alors vous précipitez dans une sorte de triomphalisme juridico-politique en mettant en avant les prouesses de la diplomatie camerounaise, ne nous mettrait pas-il en difficulté avec notre voisin du Nigeria? Je vous remercie. Je suis particulièrement heureux d'avoir la possibilité de rendre hommage à cet auteur que, avec toute sa capacité à pouvoir mener de front deux carrières, une carrière d'écrivaine au sens littéraire du terme et une carrière d'universitaire. Ce n'est pas une chose facile et cette capacité à se dédoubler, d'entrer dans un personnage et d'entrer dans un autre le matin, le soir, je pense que c'est remarquable et c'est l'apanage des personnes qui ont quelque chose en plus. Bon vent. Je pense que toutes les personnes qui se sont exprimées ont fait plus d'observations et de contributions, c'est pourquoi je les remercie. Je tiens à préciser qu'il s'agit en fait d'un ouvrage qui vient d'une thèse qui a été soutenue publiquement à l'Université Paris 10 Nanterre le 14 octobre 2013. Et sur le déroulement post-juridictionnel, comme vous l'avez vous-même observé, l'arrêt a été prononcé le 10 octobre 2002, avec une mention expresse dans le dispositif en disant « Le Nigeria doit se retirer de la péninsule de Bakassi ». Mais vous avez bien vu, et le professeur Olinga qui est à côté de moi, qui a commis un maître livre sur l'accord de Green Tree ne me démentira pas, qu'il y a eu dans la phase post-juridictionnelle de nombreux arrangements, dont cet accord de Green Tree, dont on peut même dire qu'il avait des relents capitulaires. Tout à fait. Et donc, l'important aujourd'hui, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que nous sommes parvenus à un règlement pacifique de ce différend qui marque l'histoire du droit international. Je vous remercie.
peux féliciter, c'est la dimension poético-esthétique de cette dame. Parce que l'autre jour, elle a écrit un roman qui a révolutionné les foyers. Je vous dis que c'est un roman qui a ranimé certains foyers qui étaient déjà en état d'agonie sentimentale. Ici de montrer que cette affaire relative à la frontière terrestre et maritime et même lacustre entre le Cameroun et le Nigeria a contribué de manière prééminente au développement du droit international. Parce qu'elle a mis en valeur des mécanismes d'exécution des décisions de l'organe judiciaire des Nations Unies qui n'avaient jamais été usités auparavant, avec une commission mixte Cameroun-Nigeria. Un accord post-juridictionnel qui a été négocié hautement par les deux présidents, le président, son Excellence le président Paul Biya et le président Olusegun, et en fait un règlement pacifique d'un différend qui au départ était très difficile à régler et qui finalement devient un modèle non seulement pour l'Afrique, mais surtout pour le monde. One love.